Voilà, nous commençons l'enregistrement. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour échanger sur ce sujet de la communication non violente. Je vais d'abord me présenter. Je suis Géraldine Breton, j'interviens aujourd'hui pour You Bureau. Je suis sophrologue depuis maintenant 14 ans et j'interviens en entreprise sur des sujets assez divers. Donc la communication non violente, mais aussi le bien vivre au travail, la santé mentale au travail, l'inclusion et bien d'autres. Donc ce sujet me tient particulièrement à cœur. Pour moi, la communication non violente, c'est réellement une forme d'élégance relationnelle et on est loin d'une politesse de surface. Donc j'espère que je pourrai, c'est un petit peu mon objectif pour cette présentation, vous convaincre de cela et puis vous donner des clés concrètes avec des exemples pour qu'on puisse mesurer ensemble à quel moment elle peut nous permettre tout simplement d'engager une qualité relationnelle meilleure avec notre interlocuteur. Alors pour cela, on va être ensemble pendant 1 heure. Au niveau du sommaire, on va voir que la communication non violente, c'est un langage de bienveillance. C'est aussi une démarche qui se fait en 4 étapes. Alors, d'une philosophie, c'est devenu quasiment une méthode, mais c'est vrai que les 2 ne sont indissociables. Vraiment, si on s'intéresse à la CNV simplement pour l'utiliser comme un outil qui va nous permettre, de mieux gérer des discussions qui pourraient, ouvrir à des conflits. Alors, bien sûr, vous gagnerez, certaines choses, ça sera, oui, ça sera mieux que si vous le faites pas. Néanmoins, si vous adhérez ou si vous êtes ouvert à cette philosophie qui est derrière, à ce qui est proposé en fait, hein, comme postulat de base, alors ça sera beaucoup plus efficace et c'est pour ça que j'aime bien ne pas distinguer les 2, mais clairement au quotidien, on s'appuie, donc sur les 4 étapes. On va voir ensemble aussi des mises en situation concrètes et puis il y aura un temps de questions-réponses. Je l'ai dit tout à l'heure, vous n'étiez peut-être pas tous présents. Je couperai l'enregistrement avant, donc voilà, ça sera un temps d'échange où vous pourrez être en toute confidentialité. Vous pouvez néanmoins, pendant que je vous présente ce sujet, intervenir. Déjà, en écrivant dans le chat, voilà, je vois tout de suite vos messages, j'en tiens compte. Et puis même, je l'espère, en prenant la parole, parce que, c'est vraiment un sujet de communication et c'est toujours très, très riche quand on réussit, nous, à être dans l'interaction. Donc, voilà, je vous invite vraiment, à pouvoir vous le permettre. La communication non violente, on va déjà commencer à voir que c'est un langage de bienveillance. Alors, je ne sais pas pour vous si le terme, bonjour et bienvenue, si le terme bienveillance est un terme fort, si au contraire c'est un terme, voilà, que vous avez l'impression peut-être d'entendre dans beaucoup d'endroits ou peut-être galvaudé, ce que vous y mettez derrière. Donc ça, c'est toujours intéressant de se rappeler que, une notion, peut-être ne correspond pas au même mot pour tout le monde. En tout cas, voilà, je vais vous démontrer en quoi, ce langage de la communication non violente est vraiment bienveillant. Alors, historiquement, la communication bienveillante, non violente, est née en 1960. Elle a été créée par Marshall Rosenberg. D'ailleurs, l'ouvrage de référence, qui a ouvert vraiment à cette, philosophie et à cette méthode, c'est le livre «Les mots sont des fenêtres» ou bien «Ils sont des murs». Et ce livre est vraiment la preuve qu'on peut réussir à écrire un best-seller avec un titre très long, malgré ce qu'on peut en penser. Donc en fait, en 1960, enfin dans les années 60, pardon, quand Marshall Rosenberg a créé cette méthode, son intérêt était concrètement pour, réduire les inégalités à l'école. C'était vraiment dans un but Peut-être d'inclusion. bien, ouais. Je pense que c'est direction d'impact. Maintenant, ils leur demandent un go. Aujourd'hui, c'est vraiment, voilà, ce qu'on retient. Aujourd'hui, c'est vraiment ce terme, hein, inclusion, même si ça l'était pas forcément à l'époque. En tout cas, c'était pour réduire les inégalités, être dans des échanges, plus équitables, où il y a plus d'altérité. Si vous vous intéressez à Marshall Rosenberg, quand il a pensé à cette philosophie, à cette méthode, il s'est beaucoup inspiré d'un auteur que j'aime particulièrement, de Carl Rogers.
Donc, Carl Rogers, euh, c'est vraiment un psychologue qui a beaucoup marqué son temps dans le domaine de l'accompagnement. Il est aussi à l'origine voilà, d'une méthode vraiment intéressante. C'est un autre sujet, en tout cas, au niveau des sources, vous pouvez aller dans ces endroits-là si vous voulez en savoir plus. Cette communication non violente, alors aujourd'hui, si on l'inventait aujourd'hui, je suis quasi certaine qu'elle s'appellerait autrement. Euh, Peut-être la communication pacifiste, peut-être la communication bienveillante, la communication claire, la communication authentique. À vous de voir d'ailleurs si vous avez des idées à la fin de cette intervention. Je suis vraiment preneuse. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh, donc, cette manière de communiquer est une façon de penser et de parler qui vise à mettre de la compréhension et du respect mutuel dans nos échanges. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une surface, il s'agit réellement d'aller sur ces notions fortes. Quand on tente d'appliquer cette façon d'être en relation, on ne se préoccupe pas seulement de ce qui doit être produit. Ça, c'est vraiment important, mais aussi de ce que chacun vit. Je me permets de le dire parce que on le voit parfois, solution miracle. On va voir, il y a un acronyme hein, pour les 4 étapes, OSBD, et puis on vous dit, ben voilà, si tu es avec un client, tu pratiques l'OSBD, et réellement, cette approche un peu produit, alors encore une fois, hein, elle peut vous être utile, elle est aussi efficace, mais c'est tellement moins riche que la réelle approche qui est bien plus complète que voilà, je souhaitais vous le dire. Cette méthode permet d'aborder autrui en accord avec son humanité. Et en fait, elle se vit à 2 niveaux. Ça, c'est vraiment important de le savoir. Le premier niveau, c'est au niveau de notre recherche d'une qualité de connexion à l'autre. Aujourd'hui, alors que notre attention est vraiment un bien qui est fortement sollicité à tout moment, je trouve que c'est très intéressant de se rappeler qu'elle se vit déjà de ce côté-là. Et c'est aussi pour ça que je suis ravie d'être là, parce que ce que ce sujet intéresse aujourd'hui, ben voilà, je trouve que c'est très parlant en soi. Et c'est peut-être par rapport à cette qualité de connexion avec l'autre dont on a besoin. Et aussi le deuxième pan sur lequel elle se vit, c'est cette façon de communiquer qui vise à servir cette recherche de qualité de relation. Donc, la qualité de connexion et aussi, je me vis dans un échange où volontairement, consciemment, de manière responsable, j'alimente une qualité de relation. Pour l'instant, je comprends que ce soit que des jolis mots ou des concepts. En tout cas, c'était un postulat important pour moi de départ. Elle est aussi l'opportunité d'une approche bienveillante. Je ne sais pas pour vous, mais moi, combien de fois j'ai pu regretter une réponse un petit peu réactive, voilà, une façon de parler qui a pu peut-être impacter, mais pas dans le sens où je le souhaitais, mon interlocuteur, éventuellement le blesser. Et c'est vrai que c'est en cela que toutes nos occasions de communiquer sont des opportunités de cette approche. Donc, vraiment, on peut le voir comme tel et puis aussi le voir comme peut-être un entraînement. Ça, on verra tout à l'heure. C'est intéressant d'identifier les freins d'une communication constructive. Alors, ce mot m'est très cher. Moi, je suis dans un milieu de sophrologue où le terme positif, positivité est très souvent utilisé. Moi, il me parle. Néanmoins, je pense qu'il peut nous perdre parce que on peut le connoter différemment. Je préfère parler de quelque chose de constructif plutôt que de quelque chose de positif. Parce que peut-être que dans le positif, il y a un certain jugement de valeur. Alors que être constructif, finalement, c'est vraiment avancer, c'est ben, construire et élaborer ensemble. Donc voilà, c'est le mot que vous m'entendrez beaucoup utiliser et vous pouvez le traduire par positif. D'après vous, quels seraient les freins d'une communication constructive? Et c'est là aussi où la CNV nous permet déjà de les mettre en exergue. Le jugement, tout à fait. Vous avez absolument raison. Le jugement, c'est même un des premiers freins pour pouvoir être constructif. L'interprétation, exactement. Est-ce que vous en voyez d'autres? Déjà, ces 2 mots, jugement et interprétation, si on arrive à avoir le plus souvent une alternative, on change quand même la qualité de nos journées et de nos relations avec les autres. Après, pour l'un comme pour l'autre, il s'agit de biais cognitifs. Donc là, aujourd'hui, vraiment, l'intérêt, c'est de pouvoir s'enrichir
ben voilà, éventuellement de connaissances ou de cet outil ou de se rappeler ce que c'est et surtout pas de se dire oh là là, mais j'y suis tellement peu souvent, j'ai une communication dure. Non, non, vous allez voir, vu les postulats sur lesquels sont basées cette communication, au contraire, il est surtout question de reconnaître nous-mêmes nos besoins et le fait que, voilà, on a aussi le droit à l'erreur. Les différences culturelles, bien sûr, qu'elles peuvent beaucoup jouer, d'éducation, tout à fait, les préjugés. On est vraiment dans ces familles-là, c'est vraiment ça. On pourrait ajouter les émotions qui sont non gérées. Il y a dans la proposition de la communication non violente une vraie proposition de gestion des émotions. Et d'ailleurs, vous êtes peut-être ici par curiosité. Cette curiosité, peut-être qu'elle touche à vos formes d'échange avec les autres. La première chose qu'on y gagne, déjà, c'est pour soi. Donc, je vais aussi voilà, aller plus loin par rapport à ça. Le manque d'empathie, mais ça rejoint, ça alimente complètement ce dont vous me parlez. Euh, les comparaisons, on verra tout à l'heure aussi le refus de responsabilité. On va les voir en détail en fait. C'est ces langages qui peuvent être quelque part aliénants. Le manque d'écoute, tout à fait. Donc vraiment, grâce à la CNV, on arrive à identifier cela, le manque de temps, le stress. Alors le stress, bien sûr, qui va générer une mauvaise gestion des émotions, tout à fait. Puis en lui-même, c'est sûr que peut-être on fait aussi des raccourcis. Et puis j'ajouterais peut-être le manque de pratique, parce que finalement, on peut être dans des automatismes de réaction en fait, hein, et naturellement peut-être parfois être dans l'effet miroir. Vous voyez, mon interlocuteur me dit quelque chose qui pour moi est désagréable à entendre, et au lieu de lui dire avec cette prise de responsabilité et cette authenticité que à cet instant-là, pour moi, c'est délicat de l'entendre, ça me fait tel effet. Ben plutôt, je vais avoir peut-être pour naturel de faire quelque chose en miroir et de lui dire, ah ben, et toi alors? Je pense ça. Donc vraiment, c'est une occasion de pouvoir rectifier cela. Vraiment, encore une fois, c'est les réactions en miroir, la négativité, le biais de négativité, le fait de comparer, il s'agit de biais cognitifs. Alors, je suis bien placée pour ne pas penser que c'est pas parce que c'est naturel que ça doit être tout à fait assumé et la manière dont on doit communiquer. Parce que même si c'est naturel au niveau du fonctionnement de mon cerveau, étant un individu adulte, je fais le choix de comment je m'exprime et de ce que je veux faire ressentir à l'autre. Et c'est vraiment là quelque chose de très puissant, l'utilisation de la communication non violente, que vous l'appeliez comme ça ou autrement, hein. En tout cas, une communication plus en conscience, dans laquelle on serait peut-être plus responsable. Vous me direz. Le créateur de la communication non violente, donc Marshall Rosenberg, je vous rappelle son livre, Les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs, a écrit que la violence est l'expression tragique de besoins non satisfaits. Et tout notre échange va être autour de cette idée-là, en fait. C'est vraiment son postulat qui est bien sûr très, très repris par de nombreux psychologues ou accompagnateurs, coachs ou autres. Il semblerait qu'on ait des besoins qui soient universels. Alors, pareil, on va aller détailler ça tout à l'heure dans la pratique. Et en tout cas, toute forme de violence répondrait à ces besoins qui n'ont pas été entendus et donc non satisfaits. Et pour satisfaire un besoin, il faut être encore capable de l'entendre. Donc, c'est là aussi l'enjeu très intéressant, je trouve, voilà, de cette possibilité de parler de ce sujet, en fait. Puisque cette intervention, c'est ça, c'est aussi la possibilité d'en parler entre nous, ou même vous, après, dans le cadre de votre travail, chez vous. Il y a un vrai intérêt à faire ça. La CNV nous propose d'écouter nos besoins profonds et ceux des autres. Donc là, on est vraiment sur une invitation à nous concentrer là où on a plus de chances de trouver ce que nous cherchons. Je m'explique. Si je me réveille et que j'ai passé une mauvaise nuit et puis que je sens que quelque chose me travaille et que ça peut se manifester par de l'agacement, voire de la colère, ben, en fait, ce qui va être très utile à chercher, ça va être pourquoi j'ai ce besoin, en fait. Cette émotion correspond à quel besoin? Ça va être vraiment le plus efficace.
Je vous rappelle la phrase de tout à l'heure, la violence. Alors, cette fois-ci, je vais l'étoffer. Elle va être un petit peu plus longue. La violence est l'expression tragique de besoins non satisfaits. Et Marshall Rosenberg a ajouté, c'est la manifestation de l'impuissance ou du désespoir de quelqu'un qui pense que les mots ne suffisent plus. Pour se faire entendre, alors il crie, il agresse. On y est tous soumis hein, à nos colères et il y a des colères vraiment salvatrices. Le monde a beaucoup évolué grâce à des personnes aussi qui se sont mises en colère. Il ne s'agit pas de regarder du mauvais œil la colère, bien au contraire. Comme toute émotion que nous ressentons, elle a un message pour nous, un signal qui est globalement pour notre bien, même s'il s'agit pas de bien, il ne s'agit pas de bien et de mal au sens moral, mais pour notre bien, dans le sens de notre immunité, dans le sens de notre préservation. Aujourd'hui, on sait que quand on se dirige vers un état de joie, par exemple, ben, en fait, toute notre immunité, toutes nos cellules travaillent au maximum et que du coup, pour notre préservation, c'est quand même dans cette direction-là qu'il est intéressant d'aller. Donc le mot bien, il est plutôt dans ce sens-là, plutôt que dans le sens moral. Euh, Ça nécessite une écoute de soi et un arrêt des réponses automatiques. Et dans un premier temps, envers nous-mêmes. D'ailleurs, je ne sais pas, depuis ce matin, là, bon, voilà, vous avez déjà vécu votre matinée. Moi, j'aimerais savoir si vous vous êtes parlé gentiment dans ce dialogue interne. Bien sûr, on se parle rarement à haute voix, quoique, moi, ça m'arrive souvent, mais dans notre tête, on se parle tout le temps. Et ça aussi, avec les autres, on peut avoir des réponses automatiques qui sont catastrophiques, qui sont une forme de langage aliénant, comme on a vu tout à l'heure mauvaise gestion du stress, des émotions, je réponds en miroir, et avec nous-mêmes en premier aussi. Donc, pendant qu'on fait se dérouler, je vous invite aussi à être un peu l'observateur, peut-être maintenant ou peut-être dans les jours qui viennent. Finalement, au quotidien, comment je me parle. Et là, la communication non violente peut beaucoup vous aider. Euh, N'hésitez pas si si je vais trop vite ou si ce n'est pas clair à me le dire parce que je fais des petits ponts. Je ne suis pas que sur le document et peut-être que ça va un peu vite. Euh, cette écoute de soi, alors tout à l'heure je vous disais, pour pouvoir répondre à mon besoin et moi-même et aussi l'exprimer à l'autre, il va falloir que je le connaisse. Et pour le reconnaître, ce besoin, il faut que je m'écoute. Donc ça, c'est pas du tout quelque chose qu'on a appris à faire. En tout cas, moi, pour ma part, ça n'a pas du tout été à l'école ou pendant mes études, et ni dans mon cercle familial. Mais de s'écouter, c'est ben, par exemple, si vous le souhaitez, on peut le faire maintenant, faire une sorte de météo intérieure de qu'est-ce que je me raconte, qu'est-ce que je ressens là maintenant. Alors, ça va être plus facile un petit peu plus loin parce qu'on aura une roue des émotions et ça va nous donner plus d'ouverture par rapport aux termes. Donc, je vous le propose pendant quelques minutes pour ceux et celles qui le souhaitent, évidemment. Ce ne sont que des propositions, mais pour pouvoir écouter mes besoins, je dois m'écouter. Et pour cela, parfois, je dois un petit peu stopper le temps. Vous allez voir tout à l'heure, ça prend pas plus de 2 minutes. En général, entrer dans cette écoute, ben, une bonne respiration peut nous y aider. Voilà, j'inspire, je souffle calmement 3 fois, puis en fermant les yeux, je vais aller un petit peu écouter ce qui se passe en moi. Et ça peut éviter, encore une fois, des réponses automatiques. Je vous donne un exemple, hein. Euh, j'ai relevé un challenge professionnel, je n'ai pas réussi à atteindre mes objectifs. Je ressens quelque chose de fort au moment où je l'apprends. Là, l'écoute de soi, elle va être intéressante, justement pour pas être en réponse automatique avec nous-mêmes, une réponse peut-être violente, euh, parce que peut-être se dire j'ai pas été à la hauteur, c'est quand même assez violent, ou voire même j'ai été nul. Je sais que beaucoup de personnes peuvent se parler comme ça. Donc on stoppe et on revient à cette intériorité et à cette écoute. Si ça vous parle pas trop, on expérimente dans quelques minutes. La CNV aussi développe une ouverture à l'autre. Euh, donc, c'est-à-dire que ça se passe déjà en interne et puis aussi, à force de me demander quel est mon besoin et de m'écouter, naturellement, quand je vais voir quelqu'un de très énervé, et heureusement, pour pouvoir lui en parler, il n'aura pas besoin de s'y connaître en communication non violente, plutôt que de lui dire pourquoi tu es énervé, ah bon, enfin, vraiment la phrase en or et dans vos milieux professionnels, je vous invite vraiment à pouvoir plus l'utiliser. Ceci dit, dans le milieu privé aussi, c'est très utile. La phrase en or, c'est de quoi as-tu besoin?
Et vous n'avez pas forcément en face de vous quelqu'un qui, à l'instant T, le sait. Si la personne le sait, alors là, elle va vraiment entrer dans un espace qui va beaucoup la soulager. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, autour de moi, c'est pas forcément une habitude qu'on me propose, en fait, de pouvoir m'exprimer sur mes besoins. Donc il y a cette ouverture-là à l'autre, parce que en comprenant ce schéma, ben voilà, de proposition en fait relationnelle, avec de la qualité, avec de la connexion, je m'autorise aussi entre moi et moi une bonne connexion et une bonne qualité relationnelle. J'espère que c'est des choses qui peuvent vous parler. Si jamais c'est pas le cas, parce que je suis pas dans votre esprit, vraiment, il est reconnu qu'en termes d'estime de soi et de confiance en soi, deux notions assez proches mais quand même différentes. L'estime de soi étant quelle valeur je me donne, est-ce que je suis valable? La confiance, est-ce que je suis capable? Euh, du coup, cette manière de faire équipe avec soi et donc de pouvoir se soutenir, de pouvoir accéder à répondre à nos propres besoins est très importante. Donc là, je fais quand même une parenthèse, mais c'est pour ça aussi que j'ai été sensible lors de la préparation de cette intervention à être sur les deux niveaux. La communication, c'est avec les autres et c'est aussi avec nous-mêmes. Et dans les deux sens, ça marche. On peut commencer par l'autre. Si vous êtes quelqu'un qui a pour driver, je fais plaisir, je suis gentil, ben, c'est très beau. On a besoin de plein de personnes avec des drivers différents. Moi, personnellement, c'est aussi mon driver. Pour le coup, ça va être plus facile pour moi, à force de le pratiquer avec les autres, de le faire pour moi. Mais si quelqu'un n'a pas ce driver qui est très fort, elle peut commencer par elle et ça va l'ouvrir aussi au fait de le faire avec les autres. N'hésitez pas hein, à me dire s'il y a des choses que vous avez besoin que je développe ou autre, que je réexplique. C'est un modèle qui est pacificateur. Alors, vraiment, il nous ramène à notre état de nature. Et là, vous vous dites, bah, il y a quand même une sacrée croyance derrière, de considérer que le fait d'être dans quelque chose de pacificateur, d'apaisant, qui va vers une compréhension mutuelle, c'est notre état de nature. Quand même, c'est une sacrée croyance. Il n'y a qu'à voir l'état du monde. Comment pouvons-nous dire ça? Alors, évidemment, je ne vous cache pas que personnellement, c'est ma croyance. C'est pour ça que j'ai pu accéder à des études qui le démontrent. Néanmoins, ce sujet est complètement ouvert. C'est sûr que si on a cette croyance, on trouve les études. Donc les études, pour vous les citer, enfin pour n'en citer qu'une en fait, hein, celle qui est vraiment intéressante, c'est celle de l'Institut de Max Planck, celle du professeur Tania Singer, et qui montre que le cerveau humain, enfin qui démontre qu'on est vraiment câblé pour une forme de compassion. Donc ça, c'est vrai que vous allez me dire, alors comment se fait-il que le monde, l'état du monde ne ressemble pas à ça? Déjà, quelle est notre vision de l'état du monde? Les éléments peut-être qu'on a à l'esprit terribles, bien sûr, sont une réalité. Est-ce qu'on éclaire aussi l'ensemble des autres éléments? Il y a ces questions à se poser, mais en tout cas, même si ça s'explique, aujourd'hui, on démontre qu'au niveau du câblage de notre cerveau, on est fait pour ça. Donc, cet état-là, c'est vraiment cette propension naturelle à la compréhension mutuelle, à la résolution pacifique des conflits. C'est une qualité qui est innée, vraiment, ça a été démontré. Ça, c'est des études de Paul Bloom qui ont révélé ça. La coopération, l'altruisme, l'empathie précèdent la culture. Donc c'est vrai hein, que ça fait vraiment du bien d'entendre ça si ça rejoint vos croyances. Si c'est pas le cas, je vous invite vraiment à aller un peu creuser sur ces pistes-là. Et puis si c'est pas vos croyances, mais que ça vous fait quand même du bien de l'entendre, ça peut le devenir, hein, tout simplement. On a le choix hein, en ce qu'on croit, parce que bien souvent, ce qu'on croit, c'est aussi ce qui nous est donné à voir. Donc là, je m'égare un petit peu. En tout cas, cette qualité innée à comprendre et à prendre soin les uns des autres, elle se réactive quand on s'engage dans ce type de communication. Ça permet aussi de se déconditionner des formes de langage aliénants. Alors, on a vu au tout début, vous nous avez donné des exemples, les jugements moralistes, pardon, sont des formes de langage aliénant. Dire à quelqu'un, tu es paresseux. Alors je sais, c'est direct, c'est peut-être rapide, mais en tout cas, ça fait que tu es, ben, c'est vraiment toi. Je t'associe à ça. On donne des étiquettes, on catalogue et on réduit l'autre à un trait. La négation de responsabilité, je vous en parlais tout à l'heure. Moi, j'aime bien cette forme de langage aliénante parce qu'en fait, elle est l'inverse
la belle opposée d'une communication non violente. Négation de responsabilité, un exemple. J'ai menti parce que je n'avais pas le choix. Je suis obligée de faire comme ça. Je suis en retard parce qu'on m'a retenu. Je rigole, hein, vraiment, on se dit ça, c'est pas pour se juger durement, parce que peut-être qu'on le fait tous. C'est juste pour y mettre un peu de conscience et se dire, ben, je peux quand même. C'est même plus intéressant si vous le faites, j'ai envie de dire. Parce que du coup, il y a vraiment des effets que vous allez pouvoir très rapidement percevoir à juste interroger ça. Est-ce que je suis dans ma pleine responsabilité quand je dis ce genre de phrase? En fait, est-ce que je m'empêche de reconnaître mon pouvoir d'agir ou de dire non? Mais complètement. La comparaison, je ne sais pas si vous l'avez cité tout à l'heure. Donc là, on génère honte et jalousie, hein, quand on dit à un enfant, regarde ton frère, lui au moins il s'en sort, par exemple. Le déni des sentiments, et là peut-être que ça touche plus de personnes, je ne sais pas, c'est l'hypothèse que je fais, c'est-à-dire de dire des faits bruts sans reconnaître ce qu'on ressent. Les fameuses phrases, et qu'on entend souvent dans le milieu professionnel, je vais bien, alors que ça va pas, c'est la vie. Alors que j'ai beaucoup plus de choses à dire dans ces circonstances-là, comme je suis extrêmement triste. Ce n'est pas grave. Alors ça aussi, alors ça peut être sincère, hein, mais dans certains contextes, on est dans un déni de nos propres sentiments. Et ce déni des sentiments, ça empêche d'entrer en contact avec notre monde intérieur. Ça empêche les autres à le faire aussi. Et c'est là où la proposition de cette méthode est assez intéressante. Et encore une fois, on sort de la méthode, c'est plutôt la proposition de pouvoir échanger avec ce postulat-là, voilà, cette forme de déconditionnement par rapport à toutes les phrases que je vous ai dites. C'est un modèle pacificateur aussi parce qu'il nous permet de nous responsabiliser. Il y a une prise de conscience dans nos réactions. Déjà, depuis tout à l'heure, moi, je vous pose plein de questions et peut-être qu'il y a des petites choses où, je sais pas, dans 2 ou 3 heures, vous allez vous dire, ah bah oui. Et ça, en fait, ça responsabilise. Ça nous met aussi en posture d'assumer nos sentiments et nos besoins. Alors, peut-être que si votre driver est d'être une personne soit forte, ça peut être désagréable quand je vous fais cette proposition. Et vous pouvez vous dire, bah, attention, c'est pas avec tout le monde, c'est pas tout le temps. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que la communication non violente, elle est quand même enseignée dans 40 pays. Elle est utilisée aussi dans le milieu de la diplomatie. Et personnellement, je reste convaincue qu'en toutes circonstances, il y a un intérêt à pouvoir manifester cela. Je comprends tout à fait qu'on se sente en insécurité de le faire. Je comprends aussi qu'on n'ait pas l'habitude. Je comprends qu'on commence par certains endroits. Mais voilà, moi, j'ai ce parti pris-là. Mais clairement, c'est un parti pris. On se responsabilise aussi parce qu'on reconnaît notre pouvoir de choix. J'ai le choix dans mes paroles, mais peut-être aussi dans mes pensées, parce qu'à force d'éviter les formes de langage aliénant, très rapidement, si la pensée automatique arrive, je la transforme. C'est un engagement aussi envers la résolution pacifique des conflits, évidemment, c'est peut-être aussi ce qui vous mène ici. C'est comment je fais quand j'ai un client particulièrement difficile, compliqué, une personne à manager dans mon équipe. Euh, Toutes ces questions-là, on va vraiment voir des exemples précis. Bah, du coup, c'est intéressant de se dire qu'on se responsabilise et en même temps, j'ai envie que la personne continue à venir travailler et qu'elle se sente pas heurtée ou blessée et que néanmoins, elle reçoive mon message. Parce que bien sûr, si je ne dis pas ce que j'ai à dire, forcément, elle ne pourra pas s'en sentir blessée. Donc, il y a vraiment cet intérêt-là au niveau du modèle pacificateur. La démarche en 4 étapes. On y arrive. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des coachs qui peuvent la résumer à OSBD. Ça peut vous aider de retenir cet acronyme. O comme observer sans évaluer. Donc, tout ce que je vous dis est applicable avec les autres et avec vous-même. Si, comme moi, vous avez un réel élan vers les autres, commencez par les autres. Et sinon, commencez par vous-même. Mais déjà, j'observe sans interpréter. Alors là, ça devient vraiment intéressant. Observer sans interpréter, ça va être cette phase où je vais accorder de l'importance aux faits et uniquement aux faits. Et ça, je ne suis pas sûre qu'on soit vraiment habitué. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Vous allez pouvoir me dire dans le chat si pour vous ce sont des faits ou pas, ou des interprétations. En tout cas, cette phase-là, d'observer sans évaluer, de dire des faits. Donc, je ne sais pas, mais quelqu'un qui est en retard, ça va être de dire cette semaine ou ce mois-ci, cela fait 3 ou 4 fois, enfin,
l'un ou l'autre, 4 fois, que tu as plus de 15 minutes de retard. Cette phrase-là est absolument factuelle. Mais j'ai envie de vous dire qu'elle n'est pas neutre et qu'elle n'est pas fade. Cette étape-là n'est ni neutre ni fade, elle est vraiment très puissante parce qu'elle nous permet de nommer une réalité sans provoquer de défense chez l'autre. C'est ça qui est très très intéressant. Et là, alors, dans le milieu professionnel, mais aussi pour les discussions de couple, vraiment, je vous invite à pouvoir commencer quand vous avez des choses à partager qui relèvent d'un message fort pour vous, ou peut-être vous avez eu dans le passé le sentiment de ne pas avoir été entendu. Commencer par les faits, c'est vraiment, à mes yeux, la seule porte d'entrée. Et puis ensuite, parler en disant je, ça on va le voir sur la suite, c'est vraiment très 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 utile. Comment distinguer l'observation de l'évaluation? L'observation, c'est ce qui est. Vraiment. Et du coup, ce n'est pas ce que je pense, c'est ce qui est. Citer des faits sans ajouter l'évaluation, parce que si je cite des faits et que je rajoute mon évaluation, bah alors la personne a un ressenti de critique. Et du coup, se ferme à la communication. Donc, même si on n'est pas juste à la recherche d'un produit stratégique, si l'autre est fermé, mon message ne passera pas. Euh, Tu es en retard. Alors, oui, en fait, j'ai dans le chat donc cette phrase à propos de partir des faits. euh, Qu'est-ce qu'on pense du paraverbal dans tu es en retard? C'est très intéressant. Du coup, quelles sont vos pistes? En fait, là, on pourrait être encore plus factuel. C'est-à-dire que pour être encore plus factuel, puisque là, c'est le tuer qui montre, hein, là, je montre du doigt un peu quand je fais ça, en étant plus factuel, c'était peut-être, mais n'hésitez pas, vous pouvez prendre la parole, peut-être notre entrevue était prévue à telle heure, il est telle heure, voilà, il y a un écart de temps de minutes. Cette semaine, cela fait 2 fois que cela se présente sur un écart. Voilà, on peut toujours vraiment améliorer et c'est très important d'avoir cette exigence. Donc, merci d'avoir partagé cette phrase. C'est vraiment intéressant et très important d'être rigoureux par rapport à ça. Donc, en plus, là, je pense que ça sert à tout le monde. Vous voyez à quel point il faut être uniquement sur les faits. Il faut quasiment se dire, si quelqu'un a filmé la scène, est-ce qu'il peut confirmer ce que je dis? Voilà. Au niveau de la mise en pratique, ben, qu'est-ce que vous pensez de la phrase tu es tout le temps devant l'ordinateur? Est-ce que pour vous, c'est une observation ou est-ce que c'est une interprétation? Je n'ai pas forcément choisi des exemples faciles. Éventuellement, on peut le faire avec les réactions. Ah ben, euh, il est 10h15, on s'était mis d'accord de se retrouver à 10h. Alors oui, ou le rendez-vous était fixé à 10h. Exactement. Quand je dis la phrase tout le temps tu es devant l'ordinateur, en fait, il y a un élément qui n'est pas du tout factuel, donc vous avez entièrement raison, c'est de l'interprétation, c'est le tout le temps. La version factuelle, ça serait, par exemple, hier, tu as utilisé l'ordinateur pendant 5 heures. C'est tout simple, hein? Et pourtant, combien de fois on s'exprime avec des faits? Je ne suis pas sûre que ce soit la majorité du temps, naturellement. Dans nos réunions, tu parles trop. Que pensez-vous de cette phrase? Dans nos réunions, tu parles trop. Alors c'est vrai que ça nous demande, oui, interprétation, tout à fait. Le trop, le pas assez, le tout le temps, le jamais, le toujours. C'est très mauvais signe hein, quand ils apparaissent dans nos phrases. En tout cas, c'est pas du tout factuel. Ce qui pourrait être factuel, ça serait de dire, dans la réunion de ce matin, tu as parlé pendant 40 minutes et les deux autres personnes présentes ont disposé de 10 minutes. Là, je suis purement factuelle. Vous voyez que ça exige de nous un souci de précision. Mais si pour vous, l'enjeu de cette discussion-là est important, ça vaut la peine, vraiment. Ce matin, tu es parti en laissant ton assiette sur la table. Que pensez-vous de cette phrase? Oui, absolument. Elle est complètement factuelle.
Alors, ça me permet de vous dire que quelque chose que vous savez tous et toutes, euh, vraiment, le non-verbal, c'est le plus important pour notre interlocuteur. Là, on est vraiment on s'intéresse aux mots, mais on garde bien en tête. Mais je sais que vu vos profils, vous le savez, c'est vraiment quelque chose que vous incarnez. Les mots nous intéressent, néanmoins une phrase factuelle comme ça, suivant la manière dont je la dis et le visage que j'ai quand je la dis, forcément, elle sera plus du tout factuelle. Elle sera très lourde de sens et d'interprétation. Donc là, on est sur peut-être préparer son propre discours, ordonner sa pensée quand c'est envers nous, en fait, revenir aux faits. Revenir aux faits. Alors, quand c'est pour nous, par exemple, hein, de pouvoir se dire, euh, enfin, on verra plus tard. Les exemples, ils viendront tout à l'heure. Mais vraiment, c'est l'effet même dans notre forme de pensée. Par contre, au niveau du langage, après, il y a tout le temps cette attention que je vais mettre dans quel visuel je donne à voir quand je m'exprime de cette manière-là, et aussi quel est mon vocal. Est-ce que j'ai le ton adapté, les silences qui mettent en avant les mots importants pour moi? Je vous dis ça parce que quand on envisage comme un produit la communication non violente et qu'on fait les 4 étapes, en fait, ça va se voir. C'est là où je vous disais tout à l'heure, vous serez moins efficace que si vous adhérez à la philosophie, parce qu'en fait, quand vous y mettez du sens, naturellement, ce qu'on appelle les 3 V, donc le pur mot, le verbal, le vocal et le visuel vont être alignés. Et c'est là que ça fonctionne. Donc, vous voyez, ne pas être dans la stratégie pour que stratégiquement ça marche. Tu agresses tout le monde pour un rien. Alors là, bien sûr, hein, il y a du tout le monde, il y a du rien, c'est purement une interprétation. Donc, on pourrait dire, tu dis que nous sommes tous en train de te pourrir la vie. Tu dis, 2 points, ouvrez les guillemets, vous êtes tous, alors là, c'est encore plus factuel. Hier, tu as frappé ta petite sœur. Pensez-vous que c'est de quel ordre? On est d'accord, c'est factuel. Malheureusement, c'est terrible. Le soir, Luc a le cafard. Là aussi, intéressant, quand je parle d'une notion, le cafard pour moi, c'est peut-être pas le même cafard que pour, par exemple, un psychiatre qui, lui, soigne des personnes qui vont vraiment très très mal, euh, peut-être, enfin parfois, enfin le plus souvent, et pour le coup, ça n'a rien de factuel. Et c'est là où on se rend compte que tout le temps, enfin, régulièrement, on utilise des mots qui vraiment ne nous parlent pas avec précision de quoi il s'agit. Donc là, la manière factuelle, c'est vraiment de dire Luc pleure chaque soir. J'espère que pour vous, c'est OK sur cette étape. Donc, cette étape d'observer et de décrire les faits, rappelez-vous, elle est puissante. Elle n'a rien de fade. Tout commence par là. Ensuite, et c'est là que je vais vous proposer de prendre 2 petites minutes pour faire un petit peu votre météo intérieure. Identifier et exprimer ses sentiments. Donc, on se rappelle l'acronyme OSBD, les 4 étapes. Et le S, c'est le S de sentiment. Donc, je commence à parler des faits, première étape. Donc, je suis dans l'observation sans évaluer. Ensuite, j'exprime mes sentiments. Sentiments dans le sens de ressenti. J'aime beaucoup cette roue parce qu'elle nous donne plus de matière dans le fait de nommer nos émotions. Malheureusement, les émotions agréables, elles occupent vraiment une partie minime de cette roue, mais à vous peut-être de développer encore plus de vocabulaire aussi sur les émotions agréables. Petite parenthèse, il est prouvé qu'au plus on se connaît, au plus on s'intéresse à notre manière de parler et à notre bien-être, au plus notre vocabulaire autour des émotions se développe. Et il y a un vrai intérêt pour être heureux parce qu'en fait, Marshall Rosenberg, quand il nous dit toute violence est l'expression d'un besoin, l'expression tragique d'un besoin non satisfait, c'est là en fait que tout change. C'est-à-dire que quand je ressens quelque chose, au plus je le ressens finement, au mieux, je vais savoir de quoi j'ai besoin. Il y a un lien direct entre, par exemple, se sentir optimiste, là je vois le mot optimiste, ou joyeuse, et savoir de quoi j'ai besoin. Et si je me dis juste, ah, je me sens bien, ben, pour le coup, c'est moins précis et le besoin ne sera pas le même. Alors, comme on n'a pas l'habitude, je vous le dis, hein, quand vous êtes joyeux, quand vous êtes optimiste, alors joyeux, quand vous êtes joyeux, bien souvent, le besoin qu'il y a derrière, c'est un besoin de partage. Donc, n'hésitez pas, personne n'est disponible. Écrivez un petit mot, envoyez un SMS. Si on peut pas vous, voilà, vous pouvez appeler personne. Vous êtes hyper heureux, joyeux. C'est un besoin de partage et même dans les ressentis très agréables, il y a un coût à ne pas écouter son besoin. Donc, dans la joie, il y a aussi un besoin. Donc,
exprimer ses sentiments. Pour ça, il faut entendre un petit peu ce que ça dit en nous. On a les 2 minutes, donc ce que je vous propose, c'est pour les personnes qui souhaitent expérimenter, et peut-être ça sera pour plus tard, hein, c'est enregistré, vous retrouverez ça sur votre chaîne. Je vous propose de décroiser vos jambes, d'avoir les pieds qui touchent bien le sol. Et si vous portez des talons, ce n'est pas du tout un problème, c'est vraiment au niveau de la posture. De vous relâcher complètement sur votre fauteuil ou chaise et juste de fermer les yeux si pour vous c'est confortable, sinon de les garder ouverts. Et pour quelques instants, on va prendre déjà des respirations profondes, on va en prendre 3. Donc j'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Oh, je vous propose de le faire encore 2 fois à votre rythme. J'inspire et j'expire. Et enfin, une dernière fois, j'inspire et j'expire. Et ainsi, déjà plus disponible à moi-même, je regarde ou j'écoute. Je- Prenez le mot qui est le plus évocateur pour vous. Commencez là maintenant. Peut-être qu'il y a un beau ciel bleu. Peut-être que c'est ce que je ressens. Quelle est la météo? Peut-être que c'est une météo très agréable, bien qu'elle soit fraîche. Il y a peut-être des nuages. C'est peut-être une tempête. C'est peut-être après la tempête. Mais là maintenant, j'écoute ou je regarde juste comment je me sens. Quelques instants. Je peux ressentir plusieurs choses qui cohabitent. C'est là toute ma richesse d'être humain, toute ma condition d'humain. Et je n'interprète pas. J'accueille. Là maintenant, comment je me sens. Et afin de reprendre le cours de ma journée, je vais peut-être m'étirer, ouvrir les yeux, bouger mon cou et prendre quelques instants pour me rappeler de ce que j'ai ressenti. Et puis peut-être pour que le temps de cette intervention, je puisse en comprendre de quel besoin ça me parle. Comprendre de quel besoin ça me parle. Donc ça, c'est un exercice que je vous conseille de faire régulièrement. Vraiment. Je me pose, je prends quelques respirations. Et là maintenant, qu'est-ce que je ressens? Ensuite, j'ai le mot ou les mots, ça peut cohabiter. Et je me dis, à quel besoin ça correspond? Très clairement, moi le matin, je fais ça et quand je me sens par exemple un peu fatiguée ou un peu lourde, j'entends un besoin donc de repos, peut-être de douceur. Et tout simplement, je me dis, je vais passer ma journée avec cette intention de douceur. Ça n'empêche pas que la liste de tout ce que je vais devoir faire, je la fais, mais j'ai déjà cette intention-là. Et je vous assure hein, que ça peut changer la tonalité de votre journée. Donc voilà comment on peut aller écouter ce qu'on ressent. Après, parfois, ça parle fort ce qu'on ressent. On n'a pas besoin d'être dans cette météo intérieure. Là, c'est je fais le petit pas de coopter. Ok, là, il y a quelque chose qui parle fort, une forte émotion. De quel besoin me parle-t-elle? Classiquement, la colère vous parle d'un besoin peut-être de réparation, peut-être de partage, peut-être de justice. Euh, Vraiment, ça aussi, il y a beaucoup de documentation à ce sujet. C'est très intéressant d'aller regarder ça. Et n'hésitez pas, dans le chat, on peut échanger sur quel ressenti ressemble, enfin, correspond éventuellement, ça dépend des gens, à quel besoin. Et ça dépend du moment. Au niveau des besoins, alors Marshall Rosenberg s'appuie sur des besoins qu'il appelle universels. Ils sont en plusieurs familles. Donc l'autonomie. L'autonomie, on a le besoin de liberté de choix, d'action, de valeur, célébration, création de liens, réaliser nos rêves. Voilà, c'est vraiment célébrer, ça peut être aussi faire marquer le deuil d'être cher. Ça répond aussi à ce besoin de célébration, le besoin d'intégrité, donc autour de l'authenticité, l'estime de soi, la recherche de sens, besoin d'interdépendance. Là, on est vraiment clairement dans des besoins d'acceptation, parfois de compréhension, de confiance, de contribution. Besoin de jeu, oui, ça n'appartient pas qu'aux enfants. En adulte, on garde ce besoin présent. J'ai besoin de m'amuser et de rire. Parfois, on le dit, ah là, j'ai besoin d'un peu changer Non, mais en fait, c'est un besoin de jeu. Besoin de communion, donc de se rassembler. Mais aussi, parfois, ça peut avoir attrait à la beauté, à l'inspiration, à l'ordre. Et les besoins physiologiques, évidemment.
je suis fatiguée, j'ai besoin de repos, j'ai soif, j'ai besoin de boire, j'ai besoin d'un abri pour me sentir en sécurité, j'ai besoin de mouvement, d'exercice. Donc ça, vraiment très important aussi de l'avoir en tête. Vous n'êtes pas Superman et Superwoman, même si vous êtes des êtres très forts. On reste des êtres humains et ce privilège d'être un être humain, c'est d'être traversé par tous ces ressentis. Ça nous traverse, ça nous éclaire sur nos besoins et dans cette condition-là, être heureux, c'est de pouvoir y répondre. Demander ce qui contribuerait à notre bien-être. Donc ça, c'est le D, OSBD. Donc, utiliser un langage d'action positif, formuler une demande consciemment, demander un retour. Donc vraiment, alors pardon, par rapport aux besoins, je voulais juste vous dire que quand j'écoute les besoins, je vois l'humain sans sa réaction. Ça, c'est vraiment important. Pour moi, c'est-à-dire que j'ai une très forte émotion, j'écoute ce que ça dit et je vois le besoin que j'ai. Et là, ça me détache de la réaction qui aurait pu être naturelle. Et pour les autres aussi. Donc là, maintenant, on arrive au D de demande. La demande, c'est une passerelle. C'est-à-dire que j'ai exposé mes faits, j'ai écouté mon ressenti, donc je l'ai exprimé, je l'ai connecté, je m'y suis relié, donc je l'exprime. Il est relié à un besoin, j'exprime mon besoin. Et là, ça va être intéressant de ne pas laisser la personne sur ça, je fais à l'autre, pardon, j'ai fait toujours le parallèle avec soi-même, une proposition. Le D de demande, OSBD. Le D de demande. Cette demande, elle est vraiment une passerelle. Elle est en aucun cas une exigence déguisée, hein. Et si c'est le cas, bah surtout, moi, je vous conseille de ne pas y accéder. Si votre interlocuteur déguise une exigence en fausse proposition, fausse demande, n'y répondez pas. C'est malhonnête. On ne cherche pas à obtenir, on cherche à donner envie à l'autre de contribuer. C'est très intéressant parce que c'est là où l'autre va pouvoir même nous donner d'autres idées. Le langage d'action est positif. On formule la demande consciemment et on demande un retour. Mise en situation concrète. Entre collaborateurs, concernant un espace de travail, ça pourrait être de dire, nous partageons tel espace tous les mardis. Le mercredi matin, à mon retour, je constate que, alors des faits, les crayons ne sont pas dans les pots à crayons. Il y a du papier hors de l'espace où on range les papiers. Voilà, vous décrivez des faits. Donc là, ce serait un espace de travail où la question, ça serait vraiment de trouver une solution qui corresponde aux deux personnes par rapport au fait de maintenir l'ordre. Moi, exprimez votre besoin, votre sentiment. Donc quand j'arrive qu'il y a tout ça, ce que je ressens, c'est quand même une sensation de désordre, où je ressens que je suis brouillée. Parce que pour moi, ce besoin d'ordre est très important au travail. Tu vois, pour bien fonctionner, j'ai vraiment besoin que tout soit en ordre. L'intérêt de vous exprimer comme ça au niveau de votre interlocuteur, c'est que déjà, vous lui faites confiance, parce que vous exposez vos besoins, vos sentiments. Et puis, c'est indiscutable. Moi, quelqu'un qui me dit, tu vois, pour bien travailler, j'ai besoin d'ordre. Si à l'inverse, moi, j'ai besoin qu'il y ait plein de feuilles partout et plein de dossiers ouverts, je ne peux pas lui dire, tu as tort. Parce qu'en fait, il me parle de lui. Il ne me parle pas de ce que la plupart des gens font. Il ne me parle pas de ce qui est admis. Il ne me parle pas de cette méthode en organisation qui porte ses fruits. Il me dit, moi, tu vois, pour bien fonctionner, j'ai besoin de ça. Donc vraiment, elle est là la force de la communication non violente. Et même si vous ne faites pas les 4 étapes, partez de vous pour être compris. C'est aussi par rapport aux neurones miroirs et au fait que ça ouvre à l'empathie de l'autre, puisque je lui décris où j'en suis moi par rapport à ça. Concernant un appel d'offres, euh, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, un appel d'offres qui n'a pas été réussi. On pourrait dire, j'ai remarqué en tant que manager que nous n'avons pas pu rendre à temps peut-être notre proposition pour cet appel d'offres. Je me sens préoccupée par les conséquences de ce retard sur notre entreprise et notre potentielle collaboration. Peut être intéressant. Mon besoin de respecter les délais et garantir la réussite de nos projets est très important pour moi. Est-ce qu'il te semblerait possible de discuter ensemble des raisons de ce retard et de trouver des solutions pour éviter que ça se reproduise? Euh, Ah, merci. Il n'y a pas de S à 4. Ça, c'est super chouette de me le dire. Merci. Donc, c'était sur la page précédente. Génial. Et c'est très intéressant, l'émoticône qui donne un visage à nos écrits, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que le mot cru et nu nous donne pas l'intention de la personne. Et là, je vois un sourire, donc du coup, je le prends avec joie. Ben, merci beaucoup. Donc voilà pour l'exemple.
entre collaborateurs, bien sûr, on pourrait vraiment le démultiplier. Avec un client ou avec un partenaire, c'est vraiment intéressant aussi. Alors, quelqu'un qui exprime une insatisfaction. Je vous remercie. Alors, bien sûr, là, ce que moi j'ai noté comme exemple, c'est très commercial parce qu'il y a une introduction où je remercie la personne euh, pour déjà son intérêt par rapport à mon produit. Et, là, on est hors CNV, mais on est quand même dans quelque chose qui collabore à cette élégance relationnelle. Je comprends que vous cherchiez une solution qui corresponde à vos besoins et à votre budget. J'observe, puisque la personne me le dit, là, je paraphrase ce qu'elle m'a dit. Donc, je comprends et j'utilise les mêmes mots que la personne. C'est des faits puisque c'est ce qu'elle me dit. Je suis reconnaissant de la confiance que vous nous faites. Ça, c'est ce que je ressens, moi. Mon besoin, ça pourrait être de dire, notre objectif, c'est de fournir des produits de haute qualité à des prix justes pour nos clients et tout en maintenant la viabilité de notre entreprise. Ça va être bah, le besoin qu'on ne peut pas cacher. Et du coup, la demande, le dé de demande, ça serait, pourriez-vous nous faire part des raisons pour lesquelles vous souhaitez une baisse de prix? Comprendre vos besoins va nous permettre de trouver une meilleure solution. Avec sincérité, ça nous ouvre à de très bonnes idées parce que l'interlocuteur, quand on lui laisse cet espace, en général, il pense à des choses auxquelles peut-être on n'a pas pensé. Euh, Là, je vous ai parlé donc voilà de la baisse de prix. Maintenant, ça peut être vraiment tout sujet, mais j'ai envie d'aller sur le fait de s'exprimer avec la personne la plus importante. La personne la plus importante pour vous, du coup. Donc, on est pris par le temps. Cette personne-là, évidemment, pour ma part, ce personnage principal, ben, je considère que c'est nous-mêmes. Donc, c'est aussi de pouvoir m'accorder mon écoute. Alors, personne la plus importante pour nous, vu qu'on est quand même dans l'altérité, c'est normal que ce soit pas nous qui nous viennent à l'esprit. C'était un petit peu pour attirer votre attention, parce qu'on est dans cette altérité-là. Néanmoins, la seule personne avec laquelle je peux être certaine de passer mes jours entiers, c'est moi-même. Et ce rapport-là à moi-même m'aide beaucoup dans mon rapport avec les autres. Donc, m'accorder de l'écoute, connaître mon besoin, c'est ce qu'on a expérimenté tout à l'heure avec la météo intérieure. Quelle action ou service je peux mettre en lien avec ce besoin? Ça, voilà, régulièrement, deux, trois fois dans votre journée, ou juste une fois, ou pour votre semaine. Essayez. Exprimer sa reconnaissance. Alors voilà, là on arrive à ce qui est vraiment pour moi très intéressant aussi, c'est que la CNV, bien sûr que moi j'y suis venue par des difficultés à faire passer mes messages en évitant les conflits. Bien sûr, personnellement, ça a été mon intention. Aujourd'hui, je trouve que ça enrichit complètement ma manière de m'exprimer. Parce que, par exemple, là, ce que j'ai envie de vous dire, ça serait, à la place de vous dire, bah, merci pour votre écoute, vous étiez super, ça serait plutôt de vous dire, j'ai remarqué au visage que je vois que vous étiez attentif à ce que je disais. Je ressens un intérêt de votre part quand vous faites ça et aussi un respect pour mon travail. Ça satisfait mon besoin de partage et d'échange et je vous remercie. Et peut-être que c'est long, mais en étant sincère, vous êtes plus à la hauteur de pourquoi vous avez envie de dire merci à votre interlocuteur. Et ça, c'est génial parce que moi, quand je dis un merci, j'ai envie que ce soit comme un cadeau. Et du coup, là, j'ai un cadeau qui est plein. C'est un petit peu comme quelqu'un qui vous présenterait des excuses, mais il sait pas trop de quoi. Il sait bien que c'est le moment de présenter des excuses, mais il n'est pas précis dans ce qui a pu vous blesser et sur ce qui regrette, que la personne regrette. Ben vraiment, si vous voulez marquer les personnes de votre équipe, votre entourage sur des choses positives que vous avez à leur dire, ben ça peut être génial de le faire comme ça, de dire les faits. Moi, ça m'a fait telle émotion. Tu vois, j'ai ce besoin qui est présent et pour tout ça, ben, je te dis un grand merci. Donc, je ne sais pas si ça vous ouvre des perspectives. Je vais simplement, hop, voilà, vous ouvrir à la discussion. Je vais arrêter, pardon, cet enregistrement pour que si vous souhaitiez prendre la parole, vous vous sentiez pas peut-être timide par le fait qu'il puisse y avoir des milliers de vues. J'arrête l'enregistrement et je vous écoute. Il nous reste quelques minutes.